Alors bonjour à toutes et à tous. À ma montre, il est précisément 13 h et au Gérad, on a l'habitude d'être ponctuel, donc je vous propose de démarrer. Bienvenue dans ce symposium « L'intelligence numérique au service des changements climatiques ». Donc je suis Olivier Bahn, directeur du Gérad qui co-organise ce symposium avec le CIROD et le RQI. Le CIROD, le Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable, comprend une centaine de membres couvrant plus de 50 disciplines. Sa mission, accélérer la transformation de la société afin de soutenir la transition socio-écologique. Et bien entendu, vous allez avoir un certain nombre de présentations de membres du CIROD pour en apprendre un peu plus sur la programmation scientifique du CIROD. Le Gérad, le deuxième co-organisateur, groupe d'études et de recherche en analyse des décisions. C'est un centre qui regroupe des spécialistes des sciences des données et de la décision. Alors vous avez ici quelques chiffres pertinents pour le Gérad. On est, en comptant les membres associés, également un peu plus d'une centaine de membres. Et en ce qui concerne notre positionnement, nous on couvre plus disons, d'un point de vue méthodologique, l'intelligence numérique, avec en particulier de nombreux domaines d'application, dont l'énergie, l'environnement et les ressources naturelles, qui est particulièrement pertinent pour ce qu'on va présenter aujourd'hui. Et bon, vous allez voir plusieurs présentations de membres du Gérad pour avoir un peu plus idée de ce qu'on fait au point de vue de l'intelligence numérique appliquée au changement climatique. Troisième regroupement qui co-organise cet après-midi, le RQI, le réseau québécois sur l'énergie intelligente, qui s'intéresse à la transition énergétique, principalement d'un point de vue technologique. Également un point de vue interdisciplinaire au RQI, en particulier avec des approches en sciences naturelles et en génie. Et si on regarde quelques statistiques, bon, évidemment, je ne vais pas rentrer en matière dans le détail, mais c'est des tailles comparables par rapport au Gérad et au CIREL, donc également un peu plus de 200 membres. Donc voilà, on est réunis ensemble parce qu'on s'intéresse au changement climatique, puis aussi on est 3 regroupements stratégiques au sens FRQNT, et donc on a un grand plaisir à collaborer ensemble pour organiser ce genre d'activité. Donc, un bref rappel du déroulement de cet après-midi. Après cette ouverture qui se veut très courte, comme vous le voyez selon l'horaire, on va avoir un premier bloc avec des présentations de membres du Gérad, du CIROD et du RQI, donc 4 présentations. Ensuite de ça, on va aller à une pause et normalement, il va y avoir des posters qui vont être présentés. Une pause d'environ 25 minutes. Puis un deuxième bloc, également 4 présentations, toujours en mélangeant des chercheurs qui viennent ou du Gérad, ou du RQI, ou du CIROD. On aura le plaisir de vous offrir un cocktail dînatoire entre 17h30 et 18h30. Et puis, cette demi-journée va se terminer avec un panel sur la thématique, donc l'intelligence numérique au service de l'atténuation des changements climatiques, panel qui sera animé par Dominique Anglade. Donc, le panel va commencer à 18h30 et se terminera à 20h. Donc, voici pour le mot d'ouverture. Donc, on va commencer tout de suite avec la première présentation. Donc, on a le plaisir d'accueillir Annie Levasseur, qui est double membre, à la fois du CIROD et du Gérad, et qui va nous parler sa vision de comment l'intelligence numérique peut-elle orienter l'action climatique. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Annie Levasseur. Merci. Parfait. Bon, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous présenter un petit peu deux exemples de projets de recherche là, où on va utiliser effectivement l'intelligence numérique, donc autrement dit les sources de données, la modélisation,
pour aider à la transition vers une société un peu plus sobre en carbone. Puis pour introduire ma présentation, mais je pense aussi toute l'après-midi et la soirée. Donc pourquoi est-ce qu'on veut utiliser justement la donnée, la modélisation pour soutenir la transition énergétique? Bien, entre autres, pour être sûr de prendre les bonnes décisions, pour prendre les décisions sur des données probantes, parce qu'en fait, quand on se fie un peu trop soit à nos instincts ou à toutes sortes de croyances, bien, on ne va pas nécessairement dans la bonne direction. Donc, je me permets de citer M. Edward Deming sur la question. Là, on croit en Dieu, mais par contre, les autres, amenez-nous des données. Donc, comme je vous disais, je vais faire un très rapide portrait de la situation, en fait, expliquer un peu c'est quoi les trajectoires qu'on doit suivre pour aller vers une société plus sobre en carbone, avec 2 exemples de projets, dont de recherche. Donc, une qui est l'étude de la trajectoire de décarbonation à partir de la modélisation technico-économique, dans laquelle je travaille, entre autres, avec le professeur Olivier Banne. Puis, un deuxième exemple qui est issu de ma chaire de recherche au niveau d'inventaire d'émissions urbaines à haute résolution spatio-temporelle. Donc, rapide portrait de la situation, ça je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Je vais me limiter sur quelques diapos. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les différents scénarios de trajectoire de décarbonation, en fait, c'est fait par le GIEC. Puis, si on regarde les 2 courbes en bleu, donc SSP, là, les 2 courbes en bleu plus en bas, bien, ce sont un peu des trajectoires socio-économiques qui nous mèneraient vers le respect des limites identifiées d'augmentation de température de 1,5 plutôt et de 2 degrés. Donc, sur la droite, vous voyez la température. Donc, vous voyez bien que ces 2 courbes-là, effectivement, ne dépassent pas 2 degrés. Puis, sur la gauche, bien, ce sont les émissions de carbone. Donc, c'est à partir de ces simulations-là que les gouvernements, ensuite, fixent leur cible de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, comme vous le voyez, avec, par exemple, la courbe en bleu pâle, bien, on doit atteindre 0 émission nette de carbone, de CO2 en 2050. Et c'est de là que sont basés bien, les objectifs où plusieurs gouvernements se sont fixés comme cible en 2050 d'être neutres en carbone. Donc, c'est basé sur ce type de simulation-là. Maintenant, de quoi a l'air nos trajectoires actuellement? Ça, c'est l'inventaire du Canada que vous voyez depuis 1990. Puis le bout en pointillé, c'est la trajectoire qu'on doit suivre pour atteindre la cible canadienne 2030, qui est d'avoir une réduction de 40 à 45 % par rapport à 2005. Bon, le Canada se donne comme année de référence 2005 parce qu'on s'était retiré de Kyoto, puis on y est revenu dans les négociations internationales plus tard. Mais pour donner une idée, donc j'ai donné la variation par rapport à 90 tout de même, là, parce que tout le monde se compare à 90. Puis en fait, on a augmenté de 16,5 %. Et par rapport à 2005, on a une diminution de 7,1 pour se rendre à 45, puis à la carboneutralité vers 2050. Puis pour ce qui est du Québec, la situation, bien, elle était un peu meilleure historiquement. On a réduit depuis 90 de 7,2 %, mais il y a encore énormément de chemin à faire avant de se rendre à notre cible 2030 qui est de 37,5 %. Et bien, la carboneutralité, elle n'est pas encore entrée dans la réglementation, mais le gouvernement le dit quand même qu'il faut s'en aller vers la carboneutralité en 2050. Donc, pour donner une idée un peu du portrait par secteur, ça c'est pour le Canada. Vous voyez 1990 à gauche, 2022 à droite pour voir un peu l'évolution. Mais au niveau du pays, bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup l'exploitation du pétrole et du gaz, qui est un grand contributeur et qui a augmenté en proportion des émissions totales. Le transport aussi, très important, et lui aussi a augmenté en proportion des émissions totales. On a le bâtiment qui est resté à peu près pareil. La production d'électricité, elle, a diminué. Ça, c'est une des premières choses que les pays font, là, de décarboner leur électricité. L'industrie a un peu diminué en proportion aussi. Puis l'agriculture et les déchets, là, relativement stables. Le portrait au Québec, je dirais la majeure différence, on est pris un peu avec les mêmes problématiques, mais c'est le pétrole et gaz qu'on n'a pas. Donc, on n'a pas d'exploitation au Québec. Et notre électricité, elle est déjà décarbonée. Donc, c'est sûr que proportionnellement parlant, là, on a le transport qui prend beaucoup de place et lui augmente beaucoup. Et on a les industries qui ont, dans une certaine proportion, décarboné un peu, et le bâtiment. Donc, mais sinon, on fait grosso modo un peu le même constat.
Donc, comment est-ce que les gouvernements peuvent établir les différentes trajectoires, puis selon les secteurs, faire la transition énergétique? Qu'est-ce qui est possible de faire? Qu'est-ce qui est réalisable? Qu'est-ce qui nous mènerait à nos objectifs? Bien, c'est là qu'on peut procéder avec de la modélisation technico-économique pour s'aider. Donc, les exemples que je vais donner, bien, c'est fait avec des modèles de type TIMES. Donc, ce sont des modèles d'optimisation du coût total du système énergétique sur le territoire du modèle. Donc, le cas que je vais montrer, le territoire, c'est le Québec. C'est le modèle NATEM qui appartient à la firme Esmia. Mais dans ces modèles-là, dans le fond, on met tout ce qui existe en termes d'énergie primaire avec les disponibilités, les technologies de conversion de cette énergie-là en différentes énergies secondaires, les différents secteurs qui demandent de l'énergie, et les efficacités, les coûts d'investissement pour bâtir ces technologies-là, les coûts d'opération et les émissions de gaz à effet de serre. Donc, en résumé, en 30 secondes, ça ressemble à ça. Et on a le modèle qui est sur une année de référence où on va chercher toutes les données historiques. Puis ensuite, on peut lui mettre des contraintes comme des cibles d'émissions de gaz à effet de serre à atteindre. Et là, le modèle va te proposer une configuration du système énergétique pour répondre aux demandes futures, sous les contraintes, par exemple, de gaz à effet de serre, et en ayant un coût minimum pour l'ensemble de l'opération du système. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, ça, c'est juste pour donner une idée. Puis ça, c'est un petit morceau. On a un étudiant qui a travaillé à améliorer la bioénergie forestière dans le modèle. Donc, ça, c'est un schéma qui montre ce qu'il a ajouté en termes de technologie de production de bioénergie. Mais en fait, si on faisait le schéma pour tout le modèle, il serait encore beaucoup plus gros. Mais c'est pour montrer le niveau de données et de détails qu'il y a dans ces modèles-là, qui est très, très important. Puis comment ça peut soutenir le gouvernement? Bien, un bel exemple, je trouve, c'est que ce modèle-là a été utilisé dans des rapports qui ont été faits à la demande du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques du Québec. Donc, en fait, une première fois en 2019, puis ensuite une mise à jour qui a été faite en 2021. Donc, ça donne, c'est des rapports qui sont publics, si vous souhaitez aller voir. Moi, je vais juste montrer un exemple ou deux de résultats, mais je pense que ça traduit bien le fait que ça peut soutenir justement le développement des politiques publiques au niveau des gouvernements. Donc, ça, c'était en 2019. C'est un exemple qui vient de 2019 où il regardait les trajectoires pour différents scénarios. Le scénario D, c'était le plus agressif en termes de décarbonation. En fait, on désirait atteindre moins 87,5 % en 2050. Donc, pas la totale décarbonation, mais proche. Puis, si vous voyez qu'il n'y a pas de résultat, c'est parce que le modèle n'arrivait pas à une solution dans ce cas-là. Parce qu'en fait, pour donner une idée, c'est que c'est un modèle où on va fixer les demandes et les demandes qu'on prévoyait selon des scénarios prospectifs pour ces années-là, bien, c'était tout simplement impossible d'y répondre techniquement avec l'énergie disponible et les contraintes de gaz à effet de serre. Donc, ça donne quand même des bonnes indications comme quoi, OK, il faut absolument avoir, dans le fond, une réduction des demandes en énergie si on veut y arriver. Puis là, c'est vraiment juste un exemple, mais évidemment, on peut rentrer dans les détails puis aller voir pour chaque secteur, par exemple, comment est-ce qu'il répond à la demande en énergie. Donc, j'ai mis juste un exemple où, à gauche, on voyait la consommation d'énergie par type pour l'ensemble du Québec. À droite, c'est pour un secteur comme le transport. Et puis là, on peut détailler comme ça vraiment plusieurs secteurs. On peut aller chercher beaucoup, beaucoup d'informations dans les résultats de ces simulations-là. Comme, justement, le modèle ne trouvait pas de solution, donc ils ont procédé, la façon dont ils ont procédé pour réduire les demandes, c'est en créant des scénarios. Donc, le modèle n'est pas en mesure, c'est un modèle qui est vraiment très technico-économique, ça montre aussi une des limites de ces modèles-là. Donc, dans la recherche, il y a des gens qui vont tenter de voir comment on peut les connecter avec d'autres modèles, justement, peut-être pour voir comment est-ce que certains scénarios, là, ici, on est allé par scénario, mais comment est-ce qu'on pourrait modéliser ces réductions de demande-là? Donc, si on allait avec des scénarios au niveau de mobilité durable, si on a plus de transports en commun, donc c'est un peu, ça a été décidé, puis on a fixé les nouvelles demandes par rapport à ça dans le modèle, c'est comme ça qu'on a procédé. Mais
tout un peu ce travail-là de modéliser la réduction des demandes selon d'autres facteurs, d'autres paramètres, peut être vraiment intéressant au niveau de la recherche. Et là, bien, ça, c'est un exemple qui est tiré du rapport 2021 qu'on a mis à jour. Et là, on se rend compte que pour la décarbonation complète en 2050, bien, on en voit une solution. Donc là, c'était en intégrant ces réductions de demande-là, c'était possible de trouver des solutions. Et une autre chose aussi qu'on a ajoutée, c'est les solutions de capture et stockage de carbone qui sont essentielles aussi. On le voit en 2050, le scénario D, on voit du négatif, c'est parce qu'il y a captage de carbone. Donc, dans le fond, ce que ça nous dit, c'est que avec, évidemment, les hypothèses qu'il y a dans le modèle à l'état actuel, bien, pour y arriver, on doit avoir ce captage et ce stockage de carbone-là et la réduction des demandes. 3 messages à retenir qu'il y a dans ces rapports-là, puis que je trouve intéressant parce que ça montre aussi le genre de recherche qu'on peut faire pour améliorer. Bien, la réduction des demandes doit faire partie des solutions. Donc, clairement, puis c'est une partie de la recherche que je fais aussi, c'est qu'on peut avoir des solutions très techniques à la transition énergétique, puis à la transition vers une société sobre en carbone, mais pas que. Il y a vraiment un gros morceau qui n'est pas que technique. Donc, comment est-ce qu'on fait les choses autrement pour réduire nos demandes? Là, on tombe dans des questions qui peuvent être, qui sont très, très, très grandes, mais qui peuvent être de l'ordre de différentes politiques publiques, de changement de comportement, de changement d'aménagement. Donc, là, c'est très, très vaste, mais ça montre, avec ce modèle-là, que c'est nécessaire. Donc, la modélisation ici aussi est de type technico-économique, donc elle ne tient pas compte des barrières. Par exemple, bien, toutes les technologies d'énergie renouvelable qu'il y a là-dedans, évidemment, vont avoir d'autres types d'impacts environnementaux, des problématiques d'acceptabilité sociale. Donc, vous le voyez, même les parcs éoliens, si c'est dans des zones où il y a beaucoup de population, il y a de la résistance, harnacher des nouvelles rivières. On entend Hydro-Québec, le gouvernement a beaucoup en parlé, mais il y a déjà énormément de résistance et tout ça a d'autres types d'impacts aussi. Et ça, évidemment, le modèle, lui, il ne peut pas en prendre compte. C'est un modèle technico-économique. Donc, lui, si c'est disponible, il va le mettre en place. Donc, ça, c'est des choses aussi à améliorer. Puis j'aime bien la phrase, comme ils le disent dans le rapport. Dans le fond, le modèle reflète ce qui est théoriquement possible. Donc, il y a vraiment d'autres aspects à prendre en compte. Puis des changements aussi sont nécessaires pour induire, par exemple, un transfert modal en faveur des transports collectifs, un aménagement du territoire plus compact, l'intégration de l'économie circulaire, un ajustement du système alimentaire. Donc, c'est ce qui venait comme conclusion des différents scénarios. Mais ensuite, comment est-ce qu'on modélise ça, puis comment est-ce qu'on l'implante aussi, comment est-ce qu'on trouve les solutions, c'est d'autres sujets de recherche. Donc, ça m'amène un peu vers un autre exemple où, dans mes recherches, j'utilise l'intelligence numérique. C'est un projet qu'on appelle le projet de carte carbone. L'idée, c'est de faire un inventaire d'émissions de gaz à effet de serre urbain, donc sur une municipalité, mais avec une haute résolution spatio-temporelle. Puis je vais vous montrer un peu comment un inventaire classique est fait, puis vous allez comprendre la différence, puis pourquoi on veut le faire. Bien, un inventaire, typiquement, au niveau de la municipalité, ça, c'est celui de la Ville de Montréal en 2022. Donc, c'est un exercice qui permet d'arriver avec une quantité totale d'émissions de gaz à effet de serre émises par la collectivité sur une année. Encore là, par secteur, vous retrouvez grosso modo les mêmes secteurs que vous voyez tantôt quand j'ai montré les chiffres du Canada et du Québec. Par contre, c'est un outil qui peut voir si ça diminue puis qu'on s'en va vers nos cibles, mais c'est un outil qui ne permet pas vraiment de bien connecter les causes. Donc, par exemple, au niveau du transport routier, qu'est-ce qui fait en sorte, plus spécifiquement, qu'est-ce qui contribue le plus à ces émissions-là? On ne le voit pas. Donc, une façon, par exemple, de les calculer, c'est de regarder la quantité d'essence qui a été vendue sur le territoire. Puis souvent, on a les chiffres pour le territoire du Québec, par exemple. Puis là, on va ramener ça au périmètre de la ville en faisant le ratio des voitures immatriculées, puis on va dire, voici les émissions. Mais est-ce que c'est plus dans certains secteurs? Est-ce que c'est plus à certains moments? Qu'est-ce qui contribue le plus? On ne le sait pas, ça ne permet pas de faire ça, d'où l'idée d'avoir une meilleure résolution spatio-temporelle. Puis l'autre aspect aussi avec ça, c'est qu'en termes de mobilisation citoyenne, en termes d'éducation, personne ne regarde ces chiffres-là, à part les gens qui sont concernés, là, les gens à la ville puis les chercheurs dans le domaine. Donc, il n'y a vraiment pas de potentiel. Donc, c'est l'idée aussi,
avec ce qu'on appelle une carte. Là. Donc, on ouvre une carte de la ville, puis on montre les émissions, puis on est capable de montrer des scénarios. Ça a un pouvoir beaucoup plus fort d'éducation, puis on pense à changer certains comportements aussi. D'ailleurs, des chercheurs impliqués dans le projet qui font ça, donc de voir comment est-ce qu'on peut présenter les choses pour faire en sorte que ça induise des changements de comportement. Bon, ça c'est l'exemple du transport routier, j'aurais dû changer ma diapo, mais c'est ce que je vous disais, où on a des méthodes, qu'on prenne une approche top-down ou bottom-up, qui ne permettent pas vraiment d'avoir une bonne résolution spatio-temporelle. Donc, ce projet-là a vraiment deux un peu potentiels utilisateurs, les municipalités. Pour les aider, ils font des plans climat, comme à Montréal, il y a un plan climat. Puis là, ils étudient, eux, quand même de façon assez fine. Ils ont tous les détails de la municipalité, puis eux sont vraiment au niveau très local. Donc, comment est-ce qu'on peut implanter, où on devrait mettre plus d'infrastructures de transport actif, où est-ce qu'on devrait avoir une zone zéro émission, où est-ce qu'on devrait limiter le stationnement. Donc, pour prendre ce genre de décision-là, bien, l'inventaire typique, il n'est pas vraiment utile. Je donne encore des exemples de données. Aujourd'hui, on en a de la donnée. Donc, comment est-ce la recherche, elle est beaucoup sur comment on peut aller chercher ces données-là, puis les traiter, puis faire l'inventaire qu'on souhaite faire. Donc, je donne des exemples. Enquête origine-destination, il y a des modèles de trafic. Ça, c'est l'exemple que je vais vous donner parce que c'est celui que les premières étudiantes ont fait comme développement méthodologique. On sait que maintenant, on a beaucoup de données télématiques qui viennent de GPS, de nos téléphones cellulaires. Ça, malheureusement, souvent, c'est des solutions très coûteuses par les détenteurs des données, donc ce n'est pas les premières qu'on a explorées. On peut penser aux compteurs, aux caméras de circulation. Comment on combine ça de façon intelligente pour arriver à modéliser la circulation puis les émissions qui sont induites par cette circulation-là. Au niveau de bâtiments, on peut travailler avec les fournisseurs énergétiques pour avoir de la donnée désagrégée. On peut faire de la modélisation énergétique de bâtiments, et ça, on le fait dans le projet avec des collègues de Polytechnique. Donc, rapidement, pour montrer un peu un exemple de modélisation, donc on a une étudiante qui part avec les enquêtes origine-destination. Donc, ça, c'est fait une fois aux 5 ans. C'est vraiment un grand sondage très scientifique, très représentatif de la population où les gens vont dire leur déplacement exact, de où, à quelle heure. Et avec ça, donc, on crée une matrice. Et comme c'est représentatif de la population, on peut extrapoler à la population entière. Et on a, entre autres, la Ville de Montréal, le service de la mobilité, qui ont un logiciel qui s'appelle MSUM, dans lequel ils importent ces données-là. Puis le logiciel MSUM, c'est qu'ils ont les rues, ils ont toute la cartographie. Ça met les déplacements de l'enquête origine-destination dans le modèle. Et là, ça vient optimiser les temps de déplacement. Fait que là, tu vois les véhicules sur les routes, donc combien de véhicules sur chaque tronçon de route, à quelle vitesse ils roulent, et tout ça. Donc, le modèle permet d'arriver avec ça. Ça nous donne des débits de circulation. Évidemment, pour une journée ouvrable typique d'automne, parce que c'est ça que représente l'enquête origine-destination. Donc, la question ensuite, le développement métaux, c'est de dire comment on est capable d'extrapoler ça aux autres moments de la journée, de l'année. Donc, ce qu'on a fait, aussi, avant de montrer comment on extrapolait, bien évidemment, comment on peut estimer les émissions de GES à partir de ça, on peut aller avec les données du parc de véhicules de la SAAQ pour être plus précis en termes de consommation des véhicules. On peut utiliser des logiciels comme Moves qui vont nous donner des facteurs d'émission pour les différents types de véhicules. Puis une fois qu'on a ça, comment on fait de l'extrapolation temporelle? Bien, elle est allée chercher ce qu'on avait de comptage routier, de caméras de circulation. Puis là, il y a beaucoup de limites d'accès à ces données-là. Là. Par exemple, les comptages routiers sont les seuls comptages qu'on avait pour toute l'année dans l'arrondissement Saint-Laurent, qui est l'arrondissement sur lequel on travaillait. C'était un coin de rue, dont Marcel-Lorrain-Timmins. Donc là, il y a un comptage qui est là à l'année. Fait que là, lui, il va nous permettre de créer des facteurs de mise à l'échelle, dans le fond, de voir c'est quoi les tendances d'heure en heure, de jour en jour, de saison en saison, puis de faire des facteurs pour mettre à l'échelle, soit à la hausse ou à la baisse, la donnée de départ qui est pour une journée de semaine typique. Donc, elle a fait ça. Avec des caméras de circulation, elle a tenté des choses, mais c'était des données qui étaient très partielles. Après, on va voir dans le futur si on est capable de faire mieux avec ça. Puis ensuite, on a une autre étudiante aussi qui modélise des scénarios de mobilité, parce qu'avec l'idée de la carte carbone, c'est d'aller tester si on implantait tel type d'infrastructure, par exemple de transport actif, si on faisait telle modification.
Donc, elle développe des méthodologies à partir de la carte carbone développée. Pour l'usage de carburants alternatifs, l'électrification, c'est relativement simple, c'est surtout changer les facteurs d'émission. Mais au ce qui est de potentiel de la marche ou du vélo, là encore, il y a une grande complexité là. Donc, elle est allée avec des hypothèses. Par exemple, si toutes les personnes qui habitent à moins de X kilomètres de leur lieu de déplacement, eux, on juge qu'ils peuvent marcher, puis on dit, s'ils s'y mettaient à la marche. Donc, on fonctionne avec des hypothèses, mais il y a même des collègues, par exemple, la chaire en mobilité à Polytechnique de Catherine Morancy, qui, eux, développent des modèles pour un peu le prédire autrement qu'avec des hypothèses. Donc, on peut penser combien ça coûte. Donc, ils essaient de créer ce genre de modèle-là. Mais pour l'instant, on n'a pas utilisé ça. Ce n'est pas encore possible de le faire. Donc, elle a fait des hypothèses de transfert modal. Elle est venue modifier l'enquête origine-destination en fonction de ça, la grande matrice. Puis, elle refait les simulations. Donc, là, ça nous permet de voir l'impact des différents scénarios. Ici, c'est vraiment pas encore... Là, on est vraiment dans la... Je vous présente quelque chose qui est en développement méthodologique. On n'a pas encore la plateforme qui va être vraiment accessible au public puis qui va être belle et bien optimisée. Mais c'est le genre de carte qui est produite avec des logiciels de type QGIS pour montrer un peu la différence. Donc là, avec ces facteurs d'extrapolation, sont 5-6 heures PM, dont ce sont les résultats qui proviennent vraiment de l'enquête origine-destination. Elle a fait une extrapolation à 10-11 heures, qui, elle, on n'a pas ces données-là, donc à partir de la méthode que je vous ai présentée. Donc, un peu pour compléter, c'est sûr qu'il y a beaucoup, c'est ça, là, comme je vous ai montré un peu avec des exemples, la donnée et la modélisation sont hyper utiles, puis viennent encadrer la prise de décision. Mais moi, j'aime bien aussi montrer que ça va au-delà de ça. Donc, il faut réfléchir aussi à des leviers pour la mobilisation. Donc, c'est pour ça aussi que moi, dans mes projets, un peu comme l'exemple avec la carte carbone, on essaie d'aller au-delà que de juste montrer la chose. Ça fonctionne avec une petite portion de la population, là, montrer la donnée, puis que la personne fait « Oh, c'est beaucoup, je vais changer ». Mais c'est pas tant que ça, donc on essaie un peu d'imaginer avec d'autres chercheurs dans d'autres domaines comment est-ce qu'on est capable de faire autrement. Donc, c'est important d'avoir des récits puis une vision porteuse, donc comment être moins drabe de la façon dont on montre l'impact positif des scénarios. C'est évidemment important d'avoir les infrastructures qui facilitent le changement. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on est en mesure de montrer, l'impact d'avoir une nouvelle infrastructure, qu'est-ce que ça peut faire. Soutien au changement des normes sociales aussi. Donc, comment est-ce qu'on arrive à montrer aussi... Je pense qu'il faut jouer beaucoup sur les co-bénéfices, et ça, avec des collègues, on le fait. Donc, montrer, par exemple, si tu as des meilleures habitudes de conduite, tu vas réduire tes émissions, tu vas réduire l'impact sur ton portefeuille parce que tu vas consommer moins d'essence. Tu vas aussi réduire, par exemple, les accidents potentiels. Puis, en fait, ce qu'on a montré avec vraiment une enquête scientifique, avec un sondage, c'est que c'est l'impact sur la sécurité routière qui avait le plus d'impact chez les gens. Donc, les gens étaient plus aptes à changer leur comportement en voyant que ça pouvait réduire. Ça nous a beaucoup surpris. On pensait que ce serait le portefeuille. Puis ce n'était pas ça, finalement. Évidemment, participation citoyenne. D'ailleurs, dans le projet de carte carbone, on travaille avec le CERC, qui est un CCTT du Collège de Rosemont, et qui, eux, travaillent avec énormément d'organismes de la société civile en transition. Et on a fait des ateliers où on avait des gens de tous ces organismes-là. On leur a montré des ébauches de cartes, puis on leur a dit « Qu'est-ce que vous voudriez voir là-dessus qui vous aiderait après dans votre travail auprès des citoyens? » Parce qu'on peut montrer autre chose, ce n'est pas obligé d'être juste nos scénarios de réduction. Donc, qu'est-ce que vous voudriez voir là-dessus? Comment vous voudriez qu'on le présente? Puis, qu'est-ce que vous pensez pourrait avoir un impact dans vraiment le travail auprès des citoyens? L'exemplarité de l'État aussi, c'est ce qu'on essaie beaucoup de faire valoir. Donc, il faut commencer, quand on fait des politiques climatiques, par le faire pour soi-même, donc pour les ministères. Puis toujours la question, j'aime bien le rappeler, du recours juste à la contrainte, c'est que le mot « juste », donc réfléchir aussi à des solutions, toujours à avoir en tête cette idée de justice sociale, puis de montrer aussi comment est-ce qu'on peut le faire, mais en s'assurant qu'on ne laisse personne derrière.
Donc, ben, merci, puis il reste 5 minutes pour les questions. Et donc, la troisième présentation, ce sera par Camilo Monroy, qui vient de l'Université de Concordia et du CIROD. Le titre de sa présentation, Application of Machine Learning to Inform Nature-Based Solutions in Canada. Ah, ok, parfait. Bonjour à tous, et malheureusement, le professeur Damon Matthews est malade. Et aussi, je m'excuse, je vais présenter en anglais, mais donc j'espère qu'en prochaine occasion, je serai capable de présenter mes recherches en français. Et merci pour votre patience. Okay, so we are Sustainability in the Digital Age. We are a think tank based at Concordia University, and we are also the hosts of Future Earth in Canada. So what do we do? So basically what we try is to connect knowledge systems with digital innovation. So that obviously includes AI to help build sustainable and equitable futures. So as I mentioned, so we are part of Future Earth, which is an international network of researchers. We host the Canada Hub, but we are, as you can see, spread across the world. And so what we try to do is to connect, or we represent a platform for research, innovation, and collaboration. And basically, we want to accelerate sustainability globally. So we can divide our work in 3 axes. We do research, we do engagement, and we also try to communicate what we do. So today I'll talk to you about the project that I coordinate, which is about nature-based solutions. Here I'm just promoting a new database that we're about to launch that uses large language models. Or like we train large language models to create a national database of nature-based solutions. But after I'll talk to you about another piece that we have. Part of our engagement, so we have the Leadership in Environmental and Digital Innovation for Sustainability, LEADS, Université de Montréal. It's part of this program, so it's a graduate training program that follows our mission, so we want to connect sustainability with digital tools. We are also part of the Coalition for Digital Environmental Sustainability Codes. We could champion this network with the UN and other international organizations. And basically what we are trying to do is to create a vision of how sustainable AI looks like. So in terms of like, is AI environmentally sustainable? If it's not, how do we get there? How do we make it socially sustainable? And also, how do we accelerate the use of AI for sustainability? We have different communication products in French and English. So I invite you to please check our website. So for instance, we host an annual event about the new perspectives in climate science. We did that last year. Hopefully we'll do it this year. And yeah, so we have different publications, both in English and French. So please check what we do. So let me now talk to you about how we can use machine learning to inform nature-based solutions in Canada. So what do I mean by nature-based solutions? So what I mean by nature-based solutions are different ways to work and enhance nature. Imagine conservation and restoration actions that in the end are trying to address biodiversity loss and climate change, and well, all of this like global crisis that we are collectively facing. And if those are nature-based solutions, it means that they could help us achieve Canada's 30 by 30 biodiversity targets, but also the net zero targets.
So in our case, we have conducted a study that aimed to address two gaps. So first, we are trying to explore the potential of machine learning to prioritize nature-based solutions. And secondly, we are trying to build a common prioritization framework for conservation, restoration actions that aligns, or that a framework that aligns with different co-benefits, such as climate change mitigation, obviously. But those common frameworks are scarce and they are limited. So that's one of the gaps we're trying to fill. So basically, the aim of what I'm showing you today is it's a framework that is trying to prioritize nature-based solutions using a machine learning algorithm called reinforcement learning to reach the 30 by 30 conservation targets, also the restoration targets, while identifying synergies with different co-benefits, such as climate change mitigation, water supply, ecological intactness, and so on. So just to clarify, what I mean by the 30 by 30 targets, it means that in the Kunming-Montreal Biodiversity Framework, Canada and other parties agreed to conserve 30% of land by 2030. In terms of terrestrial ecosystems, we now conserve like around 12%, and also restore 30% of degraded land. And I'll try to show you what are the social and economic implications of those priorities. So first of all, what is reinforcement learning? So reinforcement learning is another machine learning algorithm. What is special about it is that you could train an agent, imagine some space, memory space in your computer, and so you expose this agent to a simulated environment, and you ask this agent to explore the environment, take actions, and you reward it based on what you want. Let's say you wanted to go from the start to the end in a limited number of steps and avoid some costs. You may imagine from the picture what are those costs. So if you expose this agent several times, you could train it to make cost-effective decisions that maximize this reward. We can also apply this into like real-world conditions. So imagine that we can train an agent to, let's say, with the spatial data, selecting areas that are suitable for conservation, but maybe are not desirable. And I guess you can not reward the agent for choosing areas that are not desirable for conservation. And additionally, you can add other outcomes. So you could like punish the agent for choosing areas that are not desirable for conservation, but also you can reward the agent for choosing areas that have high biodiversity value. So in our case, what we do is that we simulate training data, so which is basically a hypothetical environment with hypothetical species and a hypothetical cost. You can imagine that cost as anthropogenic pressures of different quantities spread around this environment. So based on that training data, you can train the agent with a goal. So that goal could be maximize the number of hypothetical species that you may conserve and avoid those costs. And you have the train model. Then you can bring real-world data. And so in our case, we are using vertebrates and plant species distributions in Canada, intactness, carbon storage, water surface stability measures to create a real data environment. And so in the end, what we try to do is that we use that real data and the trained model, and we build priority scenarios of two kinds. So first, we build conservation scenarios, which basically mean to maximize the species protection, and at the same time, you reward the agent for something else. In one scenario, you reward it for guaranteeing high ecological intactness. You can reward it for high carbon storage or high water stability. But all those scenarios
always maximizing species protection. And we give it a budget and tell it, okay, you need to reach the 30 by 30 goals. So that is the limited amount of actions that you can take. In the case of restoration, we also try to maximize the species protection, but in this case, we do the opposite. We reward the agent for choosing areas that have lost ecological intactness or have lost carbon storage or have lost water stability. So let me talk to you about how the conservation priorities look like in Canada based on reinforcement learning. So what you're about to see are different maps of Canada, and in green are the conservation priorities. So maximizing the species protection and something else. So in the first scenario, which maximizes species protection and ecological intactness, what you see is that most of the conservation priorities are in the Northern Arctic, in the Taiga, and the Hudson plains, both in Quebec and Ontario. If you check the second scenario, which maximizes species protection and also the protection of irrecoverable carbon storage, carbon that if lost will not recover by 2050, you see that most of the conservation priorities are in boreal ecoregions, in the Montane Cordillera, Hudson Plains, which are basically forested lands and also peatlands. And perhaps you may see that the third scenario, which maximizes water surface stability, it shows like some kind of overlap between the previous two scenarios. So what did we do after? We tried to evaluate the outcomes of each scenario compared with protected areas. So I'm about to show you a table where we compared the average outcome of a priority, and a priority here is a 10 by 10 kilometers grid, in a conservation scenario and protected areas that currently exist in Canada. So let's start comparing protected areas and priorities from the first scenario. So in dark green, you see like the optimal scenario, and light green is like the less optimal outcome, not scenario, outcome. So, so obviously in scenario one, we were maximizing ecological intactness. Obviously, or expectedly, we maximized ecological intactness. That's what we see from the results. But if we compare that with protected areas, so it's better in terms of ecological intactness, but if we compare the number of threatened species that might be protected, or the overall amount of species that might be protected between scenario one and protected areas, is actually not doing so good. So it's not so effective, at least that scenario is not so effective in conserving threatened species compared with protected areas. So let's check, and just to say quickly, like if you check the third scenario, I'm not going to speak a lot about it today, but it also shows some trade-offs too. Like some aspects, some outcomes are better than others relative to protected areas. So we see for scenario 1 and 3 many environmental trade-offs. But if we check scenario 2, which maximizes species protection and carbon storage, we see that relative to protected areas, we see an improvement in threatened species protection, species richness in general. Well, not so well in ecological intactness, to be honest, but definitely an improvement in carbon storage. That is to say, climate change mitigation, and also in terms of water surface stability. So overall, what we are seeing is that if at some point federal or provincial authorities wanted to find a way to prioritize protected areas in the future, maybe aligning biodiversity outcomes and climate change mitigation outcomes might be an effective way to increase our current network of protected areas. So let's talk about restoration priorities. So just as a reminder, all of them try to maximize the species protection, but here we have the opposite. We try to find areas that have lost ecological intactness or have lost carbon storage or have lost water surface stability because we want to restore them.
So if you check scenario 1, you might be thinking that most of the restoration priorities are in the prairies and in the mixed-wood plains of Ontario and Quebec, which we know are basically agricultural lands. If you see scenario 2, so most of them, as it happened in the conservation scenario, they are in forested lands, and we know that they are near conservation priorities, areas that have lost carbon in scenario 2. And then, actually, there's a bit higher overlap in scenario 3 between scenario 1 and 3 compared with scenario 2 and 3. But so there's some overlap, but we can interpret that in a moment. So we also evaluated the like, what does it mean? What are the outcomes of these different scenarios, these restoration scenarios? So let's start with scenario 1. So the goal was to maximize the species protection and find areas with reduced ecological intactness. So obviously the agent is making the job. We found areas with low ecological intactness that can be restored. But what these results are also showing us is that if some future restoration actions occur under this scenario, it would benefit a great amount of threatened species and biodiversity in general. If you check the second scenario, maximize species protection in areas that have lost carbon. So as I mentioned, mostly forested lands, peatlands. So what you see is that overall, there are very high environmental outcomes. So these are areas that have been degraded because they lost carbon, but the level of degradation that they have experienced is not as high as the level of degradation that like priority areas in scenario 1 experienced. So our interpretation here is that, so on the one hand, you have like these costly but probably necessary interventions in agricultural lands that are shown in scenario 1, but obviously we cannot assume that we are going to restore all agricultural lands in Canada. So this implies like very targeted nature-based solutions. So imagine tree intercropping. Imagine restoring some wetlands across these agricultural areas. So very targeted solutions. But then if we think about the second scenario results, we are thinking about like less costly interventions that at the same time would be able to guarantee all this set of environmental benefits. So we have this, I guess, these two sides of the coin. So scenario 1, agricultural lands, but very limited in terms of interventions and probably costly because they have a high economic value. And scenario 2, forested lands that have been degraded but still can provide important environmental outcomes. So finally, we checked the consequences. What does it imply? What are the implications of these conservation and restoration priorities? So first of all, we explored what we call local opportunities. So we compared the spatial distribution of conservation and restorations priorities with indigenous-led nature-based solutions that are currently funded by the government, like by the federal government, actually. And what I mean by that are the Indigenous Guardians Program and the Indigenous Protected Conserved Areas. So what you're seeing here is the spatial distribution of conservation priorities across the different scenarios relative to these indigenous-led nature-based solutions. Here, you're checking a similar distribution, but in terms of restoration. So let me give you the key message here. So conservation and restoration priorities that maximize biodiversity and carbon storage, that is the second priority scenario for conservation and restoration, are the ones that show the highest proximity and overlap to with indigenous-led nature-based solutions. And as you might remember, what we said is that
this kind of conservation and restoration priority scenario is the one that displays the best environmental outcomes. So what we are saying here is that probably they must be aligned with the actions of the ground led by Indigenous peoples in Canada. Let's talk about economic implications too. So we did the same exercise. We tried to understand the spatial distribution of conservation and restoration priorities across all those scenarios we've been talking about. But we saw them in terms of major development projects. What do we mean by that? Forestry, energy, and mining. Just to clarify, I'm talking about projects that are planned or are starting to happen. I'm not talking about past projects. So I'm not going to show you all the results. I'm just going to show you what I think it's the most relevant or the most relevant and interesting land conflict, I would say. So what we found is that energy sector projects are the ones that tend to be closer to conservation and restoration priorities. So, and then that is followed by mining and forestry. Something to clarify here is that energy means a lot of things. So we have obviously oil and gas infrastructure, but we have transmission lines. You could also have wind power. So you are mixing different kinds of energy sector initiatives planned for the following years here. So what are the implications of these results that I showed you? So first of all, so we have this AI-driven framework using reinforcement learning, and I think we have proven that it's useful to reveal synergies and reveal trade-offs between biodiversity and climate outcomes, and therefore inform nature-based solutions. And as you saw, we have suggested through this framework different pathways to prioritize future nature-based solutions. So in terms of conservation, the message that I have tried to convey is that prioritizing biodiversity and climate change mitigation could maximize a wide set of environmental outcomes. And also there are overlaps between conservation priorities, as you might have seen from the map. In terms of restoration, I think what we have identified are different or context-dependent pathways for restoration. So if we think about agricultural lands, we need to think about small-scale interventions that do not compete so much with agriculture, as I mentioned, but still the interventions that might be small or medium scale, but definitely could have benefits for biodiversity and climate in the medium and long term. In terms of restoration priorities in forested lands and peatlands, so there are different interventions, but these interventions are not as costly as those in forested lands, and at the same time, they would guarantee a wide set of environmental benefits, that is biodiversity, climate, and water. So energy sector is a great challenge. So if we are thinking about an energetic transition, so it's interesting that many of the conservation and restoration priorities are close to initiatives that are supposed to reduce our carbon footprint. So I think that is something worth considering. But there are also many coordination opportunities based on these results. So first of all, and so we are talking in this event about climate change mitigation, but I would like to leave the message that we cannot reach our climate targets if they are not aligned with biodiversity targets. Second of all, I think our results show that
conservation and restoration actions need to be coordinated. At least from my field, that's something that does not usually happen. And we have also shown that there is a great opportunity to coordinate federal, provincial, and indigenous governments' actions. And just a final reflection, and also a way to sell a bit our project. So we're looking for partners. We are looking for local scale studies, but this is for a very good reason, and there's a rationale behind it. If we want to people trust AI in environmental decision making, we need to build trust. So we need to compare this kind of national large-scale studies with more limited scales, and also like try to build frameworks that critically co-develop these AI tools. And what do I mean by that? Like, let's imagine a more human-centered and participatory AI. So other stakeholders, not only scientists, should be involved in the process of data selection, in the process of the way we train our results, or the environmental outcomes we are trying to maximize. So that is, I guess, our future direction, but so happy to engage with anyone that might be interested on this. And with that, I will stop. Thank you. Merci. So let's move to the last presentation of the first block. It will be given by Antoine Lesage-Landry, Polytechnique Montréal, et membre du GERAD. Le titre de sa présentation, vers des réseaux neuronaux fiables pour la modélisation énergétique. Antoine. Merci beaucoup, Olivier. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent aujourd'hui. Je suis vraiment content d'être ici pour vous présenter là, les derniers travaux sur lesquels on a travaillé dans mon groupe de recherche, puis vraiment partager le genre de questions qu'on se pose dans mon équipe, puis aussi de voir comment ça peut s'appliquer dans des questions de transition énergétique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'intelligence artificielle ou d'apprentissage machine fiable, c'est-à-dire quelles sont les étapes nécessaires à ce qu'on passe du prototypage de notre méthode numérique, disons de plus de la partie informatique, à une implémentation pour des solutions concrètes, soit dans des contextes de gestion des opérations ou dans des contextes d'ingénierie. Donc, ce dont je vais parler de manière très générale, donc l'apprentissage machine, mais même plus spécifiquement, je vais m'intéresser aux réseaux neuronaux plus spécifiquement. Donc, d'une part, on a que les réseaux neuronaux sont des excellents prédicteurs non linéaires. C'est fantastique, mais tout ça, c'est principalement appuyé que par des démonstrations empiriques. Donc, quand on fait la traduction de ce modèle-ci de prédicteurs non linéaires, et on se pose la question, dans notre implémentation en modélisation énergétique, on peut se demander, est-ce que c'est réellement le bon outil pour les décisions ou les prédictions qu'on a à faire, mais aussi, est-ce que c'est compatible avec certains secteurs, comme un secteur critique qui est l'énergie? Moi, je travaille dans un département de génie électrique, je m'intéresse au réseau électrique. Est-ce qu'on peut vraiment faire la traduction d'un modèle d'apprentissage qu'on a déjà, dans les quelques minutes précédentes, décrit comme une boîte noire? Est-ce qu'on peut appliquer ça dans un contexte d'ingénierie, de gestion d'un réseau électrique avec renouvelable? Donc, en d'autres mots, ma question, c'est est-ce qu'on y fait confiance? Est-ce qu'on peut faire confiance à cet outil-là, puisqu'il est très puissant, mais très puissant empiriquement? Donc, allons-y avec qu'est-ce que c'est que notre réseau de neurones, qu'est-ce que c'est, comment on peut décomposer ça, bien se poser les questions, mettre de l'avant quelques solutions pour mitiger les limitations que je vais souligner, puis par la suite, je vais vous proposer notre regard sur cette question-là. Donc, d'une part, je l'ai déjà mentionné, le réseau neurone est une grosse boîte noire. Il prend en entrée un vecteur de données fantastique. Il peut être très généreux, puis il va nous recracher une prédiction, mais sans nous dire vraiment qu'est-ce qu'il a fait à l'intérieur. On peut faire certaines analyses. Il y a par exemple les valeurs de Shapley qui peuvent être utilisées, mais ça reste que l'interprétabilité du réseau est très limitée. Donc, gardons ça en tête. C'est un des premiers points. Par la suite, le processus en tant que tel d'entraînement peut être assez compliqué si ce n'est pas fastidieux. Donc, qu'est-ce que j'ai dépicté ici? Un labyrinthe, il va falloir que j'aille chercher un taux d'apprentissage, quelle saveur de fonction d'activation je veux utiliser, quel solveur je veux utiliser.
le nombre de couches cachées, le nombre de neurones dans chacune des couches, et je n'ai même pas mentionné qu'il faut aussi que je choisisse parmi une panoplie d'architectures, lesquelles ont, oui, certaines forces, mais en tant que telles, il faut bien les comparer. Donc, tout ça mène à un processus qui peut être assez difficile et qui peut nous mener à plusieurs questions, à savoir, est-ce qu'on a vraiment pris la bonne direction? De plus, les réseaux neuronaux peuvent avoir certaines limites quant à leur robustesse par rapport aux données d'entrée. Qu'est-ce que je veux dire par ici? C'est l'exemple un peu traditionnel. Pour une certaine entrée, je prédis la valeur 1, parfait, 1 kW. Par la suite, je le perturbe juste un petit peu et je m'en vais avoir une consommation pour cette charge-ci de 999 kW. Donc, est-ce que je peux limiter cette prédiction-là, puisque les données que je vais utiliser sont potentiellement bruitées? C'est peut-être adversarial, il y a peut-être une cyberattaque, mais ça peut être simplement que les appareils que j'utilise pour faire mes mesures ont une certaine tolérance. C'est des appareils, disons, pour un grand marché, et donc on leur faiblesse. Et donc, c'est une simple erreur de mesure de epsilon ou quelques paquets loss peuvent nous amener à une très grande distorsion dans notre prédiction. Et finalement, et là, c'est peut-être là que je vais me dévoiler comme un théoricien théorique, lorsqu'on applique notre méthode de réseau neuronal, on n'a pas de garantie de performance. On n'a pas nécessairement de borne sur le maximum, le minimum de prédiction que je peux avoir directement, là, que je l'ai appelé ici, là, out of the box. Il n'y a rien qui me permet d'avoir ce théorème-là que je peux invoquer. Le théorème que je possède, par exemple, c'est l'approximateur universel. Il est fantastique, mais il ne me renseigne pas sur comment j'arrive à cette approximation-là. Ceci dit, je ne veux pas seulement être... oui. Donc, si on combine toutes ces limites-là que j'ai soulignées, ça nous ramène aux questions que je me suis posées. Si je veux prendre une méthode basée sur un réseau neuronal, puis l'amener à mon application, je dois le faire assez prudemment pour assurer que je vais avoir confiance en mes prédictions. Je ne veux pas avoir une prédiction, mais tout à fait devoir l'encapsuler dans un contrôleur de secours, lequel va venir corriger mes décisions, puisque je vais un peu perdre tout l'attrait de la boîte du modèle que j'ai créé. Mais ça aussi, ça veut dire que dans certaines applications, notamment quelque chose de plus opérationnel, il va y avoir une acceptation assez réduite quant à l'implémentation ou le déploiement de ces approches-là. Ceci dit, là, comme je le disais, ce qu'on veut, c'est pas nécessairement, je ne veux pas rester seulement pessimiste par rapport à ça. C'est un outil puissant, donc il y a une panoplie de gens qui travaillent sur le problème et beaucoup de méthodes ont été développées pour s'attaquer, du moins pour réduire les limites que j'ai mentionnées. On peut penser, quant à mon exemple de labyrinthe, de l'entraînement, on peut réduire le poids de la tâche d'entraînement en utilisant, par exemple, des approches d'optimisation en boîte noire, lesquelles vont venir vraiment faire notre paramétrage pour les hyperparamètres, ce qui va vraiment simplifier notre paramètre. Et on peut même aller chercher un peu plus de pseudo-optimalité locale dans notre espace d'hyperparamètres. Par la suite, on peut aussi établir des cadres d'analyse post-entraînement, c'est-à-dire vraiment quantifier, étant donné une perturbation epsilon, quel est le maximum, le minimum que je peux aller, comment je peux borner la prédiction qu'il va avoir. Souvent, ça va devenir un immense problème MIP ou un problème semi-défini positif, ce qui peut être assez fastidieux, mais quand même, un peu comme je le mets dans mon image, on est capable de chercher vraiment un corridor autour de notre prédiction qui nous dit le pire cas, le meilleur cas. Et si je vois que le pire cas tombe dans une situation ambiguë, bien, c'est peut-être à ce moment-là que je peux revenir sur mes pas et aller avoir une approche traditionnelle. Un autre élément important dans une stratégie de déploiement est un processus MLOps assez rigoureux, adaptatif, qui va venir capturer notamment certains changements dans mes données. Le plus facile qu'on peut avoir en tête, c'est les saisons. Je veux capturer la saisonnalité, donc peut-être que je vais avoir un MLOps qui me permet de réentraîner progressivement mon modèle. Comme ça, je ne vais pas m'échapper que si je pensais qu'il faisait froid et en ce moment il fait chaud, je suis capable de capturer ces changements. Finalement, ici, si je veux vraiment m'attaquer aux aspects d'interprétabilité, ce que je peux faire, c'est injecter de la physique dans mon modèle, c'est-à-dire qu'il y a certains, peut-être que je ne connais pas les paramètres de ma loi physique qui décrit mon phénomène, je ne connais pas les coefficients de cette application-là, mais quand même, je peux en capturer l'essence en mettant le modèle général. D'une part, ça va aider mon entraînement de façon empirique, mais d'autre part, aussi, je vais pouvoir plus faire confiance à mon modèle, étant donné que je sais qu'au moins, il va adhérer en quelque sens à cette loi physique-là. Mais tout ça ensemble, les 4 points que je viens de nommer,
vont me coûter. Il n'y a pas de lunch gratuit, donc tout ça va me coûter beaucoup d'efforts lors de mon déploiement, ce qui pourrait coûter un peu trop cher pour que je puisse vraiment avoir des applications à très grande échelle. Vous allez voir, je vais le motiver dans mon cas, j'ai besoin d'énormément de réseaux neuronaux en parallèle, ce qui va vouloir dire que toutes ces étapes-là vont être un peu trop dispendieuses pour moi. Donc, si on fait un peu un récapitulatif de ce qu'on a devant nous, si on veut designer, si on veut concevoir des réseaux neuronaux qui sont fiables pour faire des prédictions ou des décisions dans un contexte de système énergétique, ce qu'on doit mettre de l'avant, mais vous pouvez absolument le voir comme mon wish list, là, ma liste de souhaits, les 4 critères que je vais aller chercher, c'est une procédure d'entraînement efficace, parce que je vais être capable de le faire à très grande échelle et je veux le faire souvent. Je vais aller chercher une certaine robustesse par rapport à la corruption des données, corruption qui peut être adversariale, tout comme les limites de mes appareils de mesure. Je veux une idée de mes performances, je veux garantir un aspect de performance. Et finalement, j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui se passe, que ce ne soit pas juste une boîte noire à laquelle je fais appel comme un oracle. Pour ce faire, notre humble tentative pour s'attaquer à ce genre de problème-là, je ne vous dis absolument pas que c'est la solution, mais c'est vraiment d'essayer de faire des pas vers ceci, c'est de définir une approche qu'on a nommée le Wasserstein Distributionally Robust Shallow Convex Neural Network, que pour la suite des choses, je vais appeler notre approche. Donc, quelle est ma motivation pour ça? On travaille avec ILO, donc l'agrégateur de charges d'Hydro-Québec, et on s'intéresse donc à la prédiction de charges dans un contexte de gestion de la demande de puissance. Qu'est-ce qu'on veut faire plus spécifiquement? On veut prédire la consommation énergétique de buildings non résidentiels. Un building non résidentiel, c'est tout simplement, comme son nom le dit, tout sauf des résidences. OK, il y a d'autres exceptions comme des charges massives. Là, je ne pense pas que je vais inclure des aciéries ici, mais vraiment, vous faites penser à des buildings au centre-ville, des gratte-ciels comme l'hôpital Sainte-Justine tout près ou mon institution polytechnique, mais ça peut être aussi beaucoup plus petit comme des commerces en tant que tels. On va aller chercher, ils représentent une charge assez importante, on veut chercher à les modéliser pour aller voir c'est quoi leur impact sur notre réseau. Donc, j'ai besoin d'un prédicteur non linéaire pour capturer leur dépendance à la température, à l'occupation, à l'humidité et ainsi de suite de leur consommation énergétique. J'ai besoin d'une approche qui est légère parce que je veux être en mesure d'avoir un modèle pour chacun de mes bâtiments, puisque je vais les placer par la suite sur une ligne de distribution et je vais aller chercher l'impact sur ma ligne de distribution. Et étant donné que je vais l'appliquer dans un contexte de gestion de l'énergie sur un réseau qui peut être près de la saturation, j'ai besoin d'un aspect de confiance envers mon modèle. Donc, j'ai déjà parlé un peu des usages que je vais en faire de ce modèle-là. D'une part, je vais être en mesure de calculer ma charge nominale pour évaluer le stress sur vraiment l'équipement, le hardware sur mon réseau. Je peux penser au transformateur là, à la tête de ma ligne de distribution, là, à la soustration, mais aussi par la suite, je vais être en mesure de quantifier mon potentiel de gestion de la demande de puissance. Comme ça, je vais pouvoir faire appel à cette gang-là, cette gang-là, cette gang-là, pour m'aider lors de mes événements de pointe ou tout autre événement comme de la maintenance là, prédictive, par exemple. Donc, ça y est, on a notre situation et maintenant, allons-y de l'avant avec la modélisation. Donc, je veux vraiment rentrer dans le cœur des sujets et j'ai tout distillé les maths, je les ai cachés derrière des mots qui veulent dire des maths. On verra ce que ça donne, mais n'hésitez pas, j'ai aussi la version maths à la fin si vous voulez qu'on rentre dans les détails. Je voulais juste vous donner l'intuition. Donc, ça va me coûter cher, ça va me coûter absolument très cher d'être en mesure d'analyser mon réseau neuronal. Je vais vraiment l'élaguer au plus simple de son expression. Je vais considérer une seule couche cachée, comme ce qui est décrit à droite. Donc, en vert, j'ai une seule couche cachée. Mon entrée, oui, c'est un vecteur. Donc, on peut penser que les données que je vais utiliser ici pourraient être des informations sur mon bâtiment, des informations sur la température, et ainsi de suite. Et je vais me limiter à une sortie qui est un scalaire, une dimension. Bien que ça semble limitant, moi, je veux prédire l'énergie, la consommation énergétique de mon bâtiment, donc ce n'est pas trop limitant pour moi. Et donc, c'est ce qui est identifié en rouge là, à droite. Maintenant, ce que je vais chercher à faire, c'est ajuster mes poids. Donc, on peut imaginer une panoplie d'interrupteurs, de potentiomètres que je vais venir tourner pour être capable de bien faire ma prédiction Y, mon énergie. Finalement, je peux tout encapsuler ça dans un problème d'optimisation
Et c'est vraiment ça que je vais aller venir exploiter, plutôt que faire de l'apprentissage machine un peu plus traditionnel avec une descente et les solveurs, PyTorch et ainsi de suite. Je vais vraiment y aller sous le format d'un problème d'optimisation. Donc, ce que je veux faire, c'est simple. Je veux réduire mes pertes d'entraînement, étant donné des données, et mon point d'entrée, c'est mes poids. La perte d'entraînement pourrait être, par exemple, et c'est ce que je vais utiliser plus tard, l'erreur absolue. Maintenant, on peut faire un interlude. Ce genre de réseau neuronal-là, on est capable de le retravailler et de démontrer qu'il s'agit de rien d'autre qu'une régression linéaire contrainte. Ça va m'être utile parce qu'on est pas mal bon en régression linéaire. Donc, c'est une transformation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je l'ai mis ici. C'est juste de dire que j'ai une équivalence entre les deux. Je vais garder la notation de gauche, mais vous pouvez toujours penser qu'implicitement, c'est celle de droite que j'utilise. Je peux exploiter une certaine régression linéaire. Finalement, qu'est-ce qui est caché ici? C'est que j'ai pris mes données et j'ai fait une expansion de base en fonction des potentielles activations de ma fonction ReLU qui était dans mes neurones. Mais tout ça, ce qui est important, c'est que j'ai encore un problème d'optimisation convexe et ça, on aime ça absolument parce qu'on on a beaucoup d'expérience sur comment résoudre ces problèmes-là. OK, on retourne à mon problème. Je parlais que je voulais de la robustesse. Donc ici, je vous bombarde, je vous dis, parfait, si je veux de la robustesse, ce que je vais aller chercher, décompose-la ensemble, j'ai ma fonction perte, et là, ce que je vais dire, c'est qu'étant donné mes données, imagine que Antoine, que tu as les pires données que tu peux avoir, ça va être mon worst case, ça va être le pire cas, étant donné les pires données, bien, tant qu'à ça, va me chercher le meilleur modèle quant aux pires données. Donc, je viens de vous résumer un peu, là, en général, qu'est-ce que c'est que l'optimisation robuste. Et le pire va être défini par rapport à un set d'incertitudes, c'est ce que j'ai parlé, incertitude ici, donc un set d'ambiguïté sur lequel je vais travailler à la prochaine slide. Donc, vraiment se dire, j'ai des données, peut-être sont bonnes, peut-être sont mauvaises, je vais regarder autour si j'en ai des plus mauvaises, et les plus mauvaises, c'est contre ceux-là que je vais être capable de faire une bonne prédiction. Donc maintenant, comment je vais définir cette incertitude-là? Ce que je vais me dire, c'est exactement l'analogie que je viens de faire. Dans le domaine des 3D, quand je cherche la distance entre moi et Olivier, je prends un galon à mesurer, je fais la diagonale et je mesure cette distance-là. Dans le domaine où on va être, dans le domaine des données, des probabilités, on va juste, au lieu d'utiliser la distance de la personne Euclide, on va utiliser la distance de la personne Wasserstein. Donc, je vais juste faire un changement ici. J'ai juste besoin d'un autre concept de distance. Mais vraiment, ce que je vais faire, c'est me dire, parfait, j'ai les données que j'ai observées empiriquement et je vais créer une sphère. Donc, vraiment, tous les gens qui sont autour de moi, au lieu d'être des gens, c'est des ensembles de données. Je vais aller chercher lesquels sont le plus adversariales par rapport à moi, étant donné une distance que je me suis donnée, et je vais m'entraîner par rapport à ceux-là pour être sûr d'être prête à affronter tous les défis. Je vais aussi espérer que dans cette balle-là que j'ai créée, dans cette circonférence-là, j'ai aussi capturé les vraies données parfaites en tant que telles à ce moment-là. Donc, c'est le changement qu'on va faire et ça va me permettre un entraînement robuste. Après un peu de travail, on va être capable de reformuler le problème comme un simple problème comme ceci, qui ressemble à notre problème de base, lequel j'ai ajouté un second terme qu'on va appeler un terme de régularisation. Ce qui est encore important à voir ici, c'est que c'est un problème d'optimisation convexe. Donc, toute la machinerie que je possède de solveurs d'optimisation, je peux la réutiliser. Donc, pas besoin d'utiliser Adam, pas besoin d'utiliser SGD. Je peux utiliser mon bon vieux Guruby, mon bon vieux Mosaic, et ainsi de suite. Donc, à ce moment-ci, qu'est-ce que j'ai? Si je retourne à ma liste de souhaits, j'ai un processus d'entraînement qui est efficace, puisque c'est un problème d'optimisation convexe et j'ai toute la machinerie. Et j'ai directement dans la formulation de mon problème d'entraînement, j'ai intégré un aspect de robustesse, qui est un aspect de robustesse en distribution. Maintenant, attaquons-nous au prochain point sur ma liste. Donc maintenant, ce que je veux, c'est un concept de performance, de garantie de performance. Donc, ce qu'on est capable de faire avec ce genre d'analyse-là, avec l'aspect de robustesse qu'on a intégré, c'est de se dire que si je prends un nouveau point que j'ai appelé violet, et que je fais sa prédiction, l'erreur espérée, l'erreur sur cette prédiction-là, va être avec une certaine probabilité, bornée par le terme suivant, qui est proportionnel à mon erreur d'entraînement, plus un terme de probabilité, plus je vais être certain, plus ça va me coûter cher sur la borne, et un terme en termes des dimensions. Ce que ça veut dire ici, c'est qu'on a établi un filet de sécurité sur mes prédictions. Peut-être que c'est grand, mais au moins je sais dans quelle région je vais me trouver lorsque je fais une prédiction en tant que telle. Fait que si on cherche à suivre notre progrès, on s'est rajouté
un tick dans notre liste et on a un aspect de performance, de garantie de performance. Finalement, l'interprétabilité. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On va retourner à ce que j'ai dit au début et je vais essayer d'injecter de la physique du problème. Quelle est l'idée ici? J'ai un problème d'optimisation convexe. Bien, je peux faire de l'optimisation. Donc, je vais aller prendre mes connaissances du système et je vais venir simplement contraindre mon modèle. Bien que ça semble simple, ça a un attrait particulier. Lorsqu'on s'intéresse aux Physics-Informed Neural Networks, ce qu'on va voir, c'est qu'au lieu d'avoir des contraintes, puisqu'on a de l'optimisation non linéaire, ou plutôt qu'on utilise des approches comme le Stochastic Gradient Descent, ce qu'on va chercher à faire, c'est plutôt d'avoir un régularisateur. On va avoir un second terme dans mon objectif qui va promouvoir que je satisfais la physique de mon problème, tandis que dans ce cas-ci, on va être capable de dire, bien, d'entraînement, tu vas satisfaire les contraintes, ce qui est un aspect un peu plus fort en tant que tel. Ceci dit, c'est seulement en entraînement. Je ne suis pas capable de garantir que quand je vais venir faire les prédictions, je vais les satisfaire, mais mon objectif, c'est de promouvoir un modèle qui va le faire. Et pour cette raison, je vais seulement me donner une note partielle dans l'interprétabilité. J'ai ajouté de la physique du problème, mais seulement en entraînement, pas en prédiction. Puis aussi, ajouter de la physique du problème, ce n'est pas nécessairement régler la question d'interprétabilité. Donc, je me donne des points partiels, là, si vous acceptez avec moi. Donc, ce qui me fait un score là, pas si pire, peut-être B+, là, pas A ni A étoile, mais quand même, les projets ne sont pas terminés. Donc, si on met tout ça ensemble, là, c'est la partie que je veux un peu showcase, show off. Je vais tester mon approche, d'abord dans des situations absolument adversariales synthétiques, puis par la suite, on va retourner à mon application en réseau électrique. Donc, je me suis pris quatre fonctions, disons, traditionnelles pour faire des comparaisons, et je me suis créé 4 expériences en tant que telles. En A, je vais être absolument méchant, mais seulement pendant l'entraînement. La validation et l'évaluation, je vais être quand même gentil, je vais pouvoir voir, c'est un peu juste pour s'assurer, c'est un échauffement que tout le monde est capable de bien performer. Par la suite, dans mon expérience B, je vais être semi-méchant, mais tout le temps. Donc, je vais avoir 0,1% de mon 10% de mon échantillon va être des données aberrantes. Ce n'est pas super gentil, mais quand même, je vais être capable de m'en sortir. En C, là, ça devient intéressant. 40% de mon ensemble de données va être hors de la distribution, donc je vais être absolument méchant. J'ai beaucoup d'appareils cassés, mais je vais quand même essayer d'aller faire des prédictions quant à ça, de recréer mes fonctions A, B, C, D en haut, ici. Dans tous les cas, je vais aussi mettre un peu de bruit gaussien pour rendre ça intéressant. Donc, on ne veut vraiment pas que ça soit trop facile. Et je vais me comparer à un réseau neurone à une couche vanille, une régression linéaire robuste et finalement un réseau neuronal un peu plus sophistiqué, lequel possède 4 couches. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Pas mal. OK. Donc, l'important, c'est juste les couleurs. Plus c'est foncé, mieux c'est. Plus c'est pâle, moins c'est bon. Donc, pas besoin de voir les chiffres en tant que tels. Donc, dans mon expérience, que l'entraînement est difficile, mais pas le reste, on voit qu'on domine. On perd un peu d'avance dans l'expérience B. Le réseau neuronal avec régularisation nous dépasse, mais on voit bien que dans l'expérience C, on se démarque assez bien. Donc, c'est vraiment la dernière étape en tant que telle. Lorsqu'on a énormément de bruit, on est capable de garder le cap et d'avoir certaines prédictions. Ici, je ne vous dis pas de me croire sur parole, allons voir la littérature, mais c'est juste pour donner une idée en tant que telle de ce qui se passe, ici. Maintenant, retournons à nos bâtiments. On est des gens d'énergie, donc je retourne à mes 3 bâtiments. Et le processus que je vais implémenter, c'est d'une part, je suis efficace, donc je vais me permettre une approche avec un horizon glissant. Je vais prendre 12 semaines d'entraînement, j'entraîne mon réseau neuronal, je fais 1 semaine de prédiction. La semaine termine, je me réentraîne et ainsi de suite, je vais me balader sur toute la saison comme ceci, puisque ça ne me coûte pas si cher, moi, d'entraînement. Je vais ajouter une contrainte physique assez simple, mais quand même, vous allez voir qu'elle n'est pas si facile à générer. Je vais imposer que la consommation en énergie soit plus grande ou égale à 0. C'est-à-dire que mon bâtiment ne s'est pas miraculeusement transformé en générateur. Ceci dit, vous allez voir, ce n'est pas toujours facile à faire. Et je vais me comparer à un peu le state of the art quand il vient de parler de prédiction de bâtiment. Je vais avoir des Gaussian processes, je vais avoir un SVR et finalement une régression linéaire en distribution, juste aussi pour s'assurer un peu comme un sanity check que tout se passe bien. J'ai mis là, les features qu'on utilise pour notre modèle, le moment de la journée, l'heure, est-ce qu'on est un jour férié ou un week-end, et finalement un peu plus
dans le cœur du sujet, température externe, l'irradiance, le vent, et de tout ça va nous servir à prédire la consommation énergétique. Donc, à quoi ça ressemble? Un peu le même tableau que précédemment. Donc, en haut, notre modèle, en bas, notre modèle avec la physique. Donc, on voit que ça nous coûte peut-être un peu au change d'ajouter de la physique, mais quand on regarde le respect des contraintes, on voit bien ce que je disais. Donc, dans le tableau ci-bas, ce que j'ai, c'est mon modèle avec la physique. Même avec la physique, quand je fais la prédiction, je n'ai jamais dit que c'était garanti. J'aimerais bien ça être en mesure, mais on s'en reparle. J'ai quand même quelques fois, durant toute mon expérience, que je vais ne pas satisfaire ma contrainte, c'est-à-dire que mon énergie va être négative. Par contre, on voit une augmentation notable comparée aux autres modèles, notamment notre propre modèle, mais sans physique, va faire 60% plus de prédiction de génération plutôt que de demande. Et on voit que dans certains cas, comme un SVR, ça va être là, énorme, là, à 200%. Finalement, si on veut juste illustrer qu'est-ce qui se passe, à quoi ça ressemble les prédictions, ici j'ai le building G, c'est des données de ILO, donc c'est le plus d'informations que j'ai à vous révéler, c'est le building G. On voit en gris la réalité, quelle était la consommation en tant que telle, et en effet, ça ne va jamais sous zéro, tandis que notre modèle, par exemple, va être donné en rose, là, le modèle avec le modèle physique. On voit que notamment, si on regarde à peu près qu'on va être capable partiellement d'éviter grâce à notre modèle. Puis c'est là qu'on va marquer quelques points de confiance en tant que tel, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire une prédiction qui est déraisonnable. Donc, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est un peu les genres de questions qu'on se pose dans mon groupe de recherche à Polytechnique Montréal. On se pose beaucoup de questions sur comment bien utiliser les réseaux neuronaux dans le contexte d'un déploiement en système énergétique, en réseau électrique. Notre approche pour ce faire, ça a été de regarder ce genre de modèle-là sous la loupe d'une liste de souhaits que j'avais donnée à mon étudiant, qui était par rapport à l'entraînement, que ce soit efficace. On veut un aspect de robustesse quant aux données, un aspect de performance. Moi, je veux une preuve, je veux savoir c'est quoi le maximum que tu vas me donner. Et finalement, l'interprétabilité, encore une fois, que je me suis seulement donné des points, je vais être absolument transparent, des points partiels pour celui-ci. Si ça vous tente de l'essayer, il y a un GitHub. Julien, je devrais l'avoir nommé, là, Julien Palage, fantastique étudiant, a fait un GitHub. Donc, allez l'essayer. Toute la partie synthétique est ouverte et peut être manipulée, testée, mis à l'épreuve. Si vous trouvez quelque chose, bien sûr, faites-nous signe. On est toujours intéressé à améliorer ça. Et si ça vous intéresse, j'ai référé là, les publications sur lesquelles je me suis basé. Et je vais profiter de mes quelques secondes qu'il reste pour vous parler d'un événement qu'on organise dans mon groupe de recherche cet été. On organise une école d'été autour de méthodes numériques, lequel là, englobe apprentissage et optimisation pour les réseaux électriques. Ça va se passer sur une semaine. C'est en partenariat avec le GERAD. On va avoir 7 experts et expertes qui vont venir vraiment nous donner un cours. Donc, ce n'est pas un séminaire, ce n'est pas 21 minutes sans maths, mais vraiment, on va aller dans le cœur du sujet avec pour objectif que vous ayez des outils pour régler, pour du moins s'attaquer à ce genre de problème-là. Et bien sûr, là, les étudiants gradués, comme les chercheurs ou les ingénieurs en industrie sont les bienvenus. Si ça vous intéresse, les inscriptions sont jusqu'à vendredi, donc n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup.